Monsieur Paolo. Bonjour Paul. Trop bien qu'on se fasse un premier podcast en vrai, parce qu'on a Premier fait podcast. beaucoup de choses ensemble. On s'est jamais posé pour échanger ensemble. Mhm. Donc ce que je te propose, c'est qu'on fasse un point sur tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi qui te connaissent pas. Ouais. Donc on va faire un point sur qui t'es, aussi qui je suis, qu'est-ce qu'on a fait ensemble jusqu'à maintenant. Et puis expliquer ce projet Monteur Pro qu'on a aujourd'hui pour accompagner des monteurs qui sont débutants, niveau intermédiaire, avoir un très bon niveau montage et pareil un très bon niveau business. Donc je te propose de peut-être te présenter. Ouais, Dire qui carrément. Je suis créateur de contenu et youtubeur depuis 6 ans, à peu près, 6-8 ans. J'ai fait des vidéos sur plein de sujets, sur les jeux vidéo, après c'était sur les langues. Et là récemment, ça fait déjà maintenant peut-être 6 ans que je suis passé sur ma chaîne YouTube principale, Paolo Z, où je fais du contenu autour du développement personnel. Et quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, vraiment quand j'avais pas beaucoup d'abonnés, à un moment j'ai fait la transition où je suis allé travailler à l'atelier Missor, où je t'ai rencontré, c'est là qu'on s'est rencontrés. t'es. Et c'est là où tout s'est un peu accéléré pour moi aussi, où j'ai commencé à faire des vidéos qui faisaient plus de vues, à même faire même des vidéos plus intéressantes, je dirais. Et voilà, et en même temps, je suis allé à l'atelier Missor, où on s'est rencontrés, là-bas. Ok, Toi, ok. comment t'es arrivé là, toi? Comment j'en suis arrivé à l'atelier? Moi, c'est un petit peu particulier parce que quand je suis arrivé à l'atelier, tu le sais, j'avais 16 ans. Donc, moi, j'ai commencé le montage très très tôt. Ça a toujours été une part de ma vie de faire du montage, de faire de la vidéo en général. Et puis, à un moment, j'ai postulé à l'atelier un peu par hasard. Je connaissais pas du tout les gars de l'atelier. Je connaissais un peu Florent vite fait, mais même toi, je te connaissais pas du tout à cette période. Et les autres gars non plus. Je suis arrivé un peu là par hasard, ils m'ont pris, ça s'est bien passé. Bon, j'avais déjà un peu de niveau en montage, mais c'était pas un truc de fou quoi. Ouais, c'est ce que je me dis, ça je savais pas. Tu avais fait des projets de montage vidéo? Ouais, j'avais fait des projets, j'avais déjà une petite chaîne YouTube qui avait, je sais pas, 200-300 abonnés. Ouais. Mais c'était éclaté, tu vois, c'était une première chaîne. Mais je pense que ce qui a fait la diff pour l'atelier, c'est vraiment que j'avais la niaque. Et tu sais, ils aimaient les mecs qui avaient la niaque. Ouais. Et ça s'est ressenti dans la vidéo que j'ai fait pour me présenter, où j'ai fait vraiment un montage de fou. Enfin, Ok. pour l'époque. Hein, Ouais, maintenant ton niveau a changé. pour aujourd'hui, c'est vraiment éclaté. Et aussi, quand je suis venu, je pense la manière dont je me suis présenté, la manière dont j'étais à fond, etc. les premiers jours, Ouais. ça a fait une grosse diff. Et puis, je pense que toi aussi, en fait, le fait que quand tu arrives, tu déjà des projets, tu fasses déjà des Exactement. choses dans tous les sens. Ah bah oui, ça a même beaucoup joué, quoi. Enfin, je pense peut-être 80% des raisons de pourquoi ils m'ont pris, c'est parce que je faisais déjà des vidéos sur YouTube. Et comme c'était, peut-être c'est vrai qu'on n'a pas dit pour ceux qui savent pas ce que c'était l'atelier Missor, mais en gros c'est un projet autour de la création de contenu. En fait, donc on va dire des différents youtubeurs créateurs de contenu qui ont créé un atelier de sculpture. Donc ils sculptaient des bustes, que ce soit de personnages historiques, d'écrivains, de philosophes. Et voilà, en fait ils vendaient ça sur leur site. Et ils en parlaient, ils faisaient la communication via leur chaîne YouTube en créant du contenu. Et donc forcément, nous c'était un plus que toi tu faisais déjà du montage vidéo, moi j'avais une chaîne YouTube, je créais des vidéos, donc c'était plus facile pour rentrer quoi. Ouais, clairement. Ouais. Et c'est intéressant aussi, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as voulu te lancer sur YouTube? Ça a été quoi le Ouais. switch avant d'arriver à la télé? Ah ouais, pourquoi je me suis lancé sur YouTube début avant? du Ouais. Moi j'étais à l'université et je m'emmerdais pas mal, que ce soit dans les cours, mais aussi après quand je voyais ce qu'on me proposait en termes de métier, d'avenir, ça me plaisait pas du tout. Parce que sur le papier, il n'y avait aucun métier qui me faisait rêver. Et puis même au niveau des salaires, ça allait pas. Et j'ai passé beaucoup de temps sur Internet j'ai passé beaucoup de temps sur Internet un peu à me perdre. Et je suis tombé un peu sur ce truc de l'entrepreneuriat, la création de contenu. Et je me suis dit, ok, c'est parfait pour moi. J'ai envie de tester ça, j'ai envie de faire des vidéos. J'ai commencé, puis là, j'ai jamais arrêté, quoi. Et puis même si on parle de montage vidéo, il y a aussi un plaisir pour moi en tant que créateur de faire du montage vidéo. Parce qu'il y a plein de créateurs qui n'aiment pas forcément le faire. Moi, je prends beaucoup de plaisir à monter des vidéos. Et ça vient il y a très longtemps, quand j'étais avec des potes au collège, on faisait juste des montages photos avec nos têtes sur des trucs, tu vois, des trucs grave drôles. Et ça me faisait trop rire. Donc j'ai appris à faire du montage un peu sur Photoshop. Et après, je me suis dit, ok, l'étape suivante, c'est de faire en vidéo. Tu vois, typiquement, de mettre... je sais pas, tu prends un moment d'un film et tu mets la tête de ton pote sur la tête du héros dans le film. Et ça, moi, c'est ce qui m'a fait commencer le montage vidéo. Parce que je voulais savoir comment faire ça. Ok. Et j'ai commencé
À l'époque, c'était sur Sony Vegas Pro, d'ailleurs, je sais pas si tu connais. Ouais. C'est un vieux logiciel. Le vieux logiciel. Je sais pas s'il y en a encore qui montent sur ça. Je crois pas. Je crois qu'il est un peu mort. Ouais. Mais du coup, j'ai commencé comme ça, bien avant d'avoir mes chaînes YouTube. À la base, le montage vidéo, c'était juste pour rigoler avec mes potes. Et après, c'est vrai que quand je me suis lancé sur YouTube, bah, j'avais déjà ce truc-là. Je savais déjà comment monter une vidéo basique. Ouais. Ok. Ouais, c'est grave intéressant. Et c'est vrai que depuis que je te connais, le montage, ça a toujours été ta passion, le truc limite que t'aimes le plus. Ouais. Et je me souviens qu'une fois, tu m'avais dit, ça me saoule de tourner, mais j'adore monter. Exactement. Ouais, donc en fait, t'aurais peut-être eu un potentiel de devenir monteur. C'est vrai. C'est vrai. Mais le truc, c'est que je pense que, bon, je crois que j'ai jamais fait, mais monter des vidéos pour quelqu'un d'autre, je sais pas, peut-être que pour moi, c'est pas pour moi. Ouais. Mais en tout cas, monter mes propres vidéos, ça, j'adore. C'est vrai que depuis le début, comme t'as fait que tes vidéos, je sais pas trop. Ouais. Je crois qu'on avait quand même fait un projet une fois. Oui. Qu'on avait partagé. Je sais plus exactement ce que c'était. Ah, oui, exactement. Et en vrai, c'est bien passé. Oui, c'est vrai. C'était à Crado. Ouais. Ok, trop. Bah, du coup, on peut switch pour la suite de comment. Pour les projets qu'on a fait jusqu'à. Ouais, carrément. Bah, après, déjà à l'atelier, c'est vrai que ton rôle, toi, c'était plus dans la prod, t'étais avec les gars, etc., à créer les statuts au quotidien et puis vloguer un petit peu la vie de l'atelier. Ouais. Grosse guillemets. Moi, mon taf, c'était plus cadrer, monter les gars de l'atelier, que ce soit la chaîne de Florent, la chaîne de l'atelier et les autres gars qui étaient à l'atelier. Et c'est vrai qu'un petit peu plus tard, on a tous voulu voler un peu de nos propres ailes parce que la vie de salarié, c'est sympa. Mais je pense que quand on engage des mecs qui étaient comme nous, on voulait déjà créer des choses dans tous les sens. Il fallait s'attendre à un moment où on voulait faire des choses dans notre coin. Et d'ailleurs, j'ai été un des premiers à partir de l'atelier pour faire mes petits projets dans mon coin. Et puis assez rapidement, tu as aussi quitté l'atelier. Les autres gars ont quitté. On a commencé à faire plein de projets. Et si je me trompe pas, le premier projet, ça a été Grifton. Ouais, c'est ça. Je sais plus exactement trop comment c'est né ce projet. Mais c'est vrai qu'on a fait plein de choses, plein de réels, plein de vidéos YouTube. Ouais. Bah, je pense que c'était un peu une émulsion d'enthousiasme de tout le monde. Ouais. Et on a lancé ça, on est passé très vite. En fait, on avait beaucoup d'avantages parce qu'il y avait des gens avec nous qui étaient très forts en photo, en vidéo et en montage. Et ça fait que très vite, je crois l'Instagram, il a pris... au pic, on était quoi, à 12 000 ? Ouais, je crois qu'on a passé les 10-12 000. Ouais. Très rapidement. En quelques mois, je crois, quelques semaines. Ouais. Parce qu'on avait des bonnes photos, on avait des bonnes vidéos. Ouais, en vrai, même les réels qu'on a fait, ils étaient vraiment très bien. Ouais, il y a des réels très rapidement qui ont passé les 100 000 vues, c'était n'importe quoi. Enfin, pour ce moment-là, quoi, où c'était la première fois qu'on crée quelque chose de nous-mêmes en groupe. Et aussi, il faut dire qu'entreprendre en groupe, c'est très dur. On s'y attendait pas du tout. Non. Il y a trop de visions différentes et ça va dans tous les sens. Mais attends, peut-être on n'a pas dit ce que c'était Grifton. Ouais. Mais c'est vrai parce qu'on a l'impression que... Ouais, c'est vrai. Mais en gros, c'était... Bon, on était peut-être 7 dans le groupe et on était tous habillés en costume 3 pièces et on faisait des... soit on prenait des photos... d'ailleurs, regardez sur Instagram parce qu'elles sont très belles les photos. Soit on prenait des photos un peu dans des endroits... En fait, ça crée une sorte de contraste avec des gars habillés en 3 pièces et puis des décors qui n'avaient rien à voir. Et on faisait aussi des vidéos sur YouTube où on partait faire des aventures comme traverser la France en stop, en groupe de 2. En costume. En costume 3 pièces, exactement. C'était très drôle. Ouais, on a fait des aventures trop marrantes. On a aussi fait un Tour de France qui n'est jamais sorti sur YouTube. On a fait énormément de vidéos, mais on n'a pas réussi à aller au bout de ce projet. C'est aussi le jeu en vrai quand t'entreprends. Faire des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins. Et là, on s'est rendu compte que, et on peut le dire, tu vois, être 100% honnête, le plus gros problème qu'on a rencontré avec Grifton, c'est que il y avait trop de visions différentes. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, ça sert à rien de continuer ce projet, on va jamais réussir à tous s'entendre. Soit il y a un gars qui lit tout le projet, et les autres, ils sont là en plus, et puis c'est du gros bonus, quoi. Soit, on se dit que c'est pas grave et chacun va faire ses projets dans son coin. Et du coup, c'est ce qu'on s'est dit. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a eu une petite période où on n'a pas fait grand-chose tous, quelques semaines, quelques mois peut-être. À savoir que ça faisait quand même 1 an qu'on faisait déjà Grifton. On a passé 1 an de notre vie en costume à faire des vidéos, des photos un peu partout en France. Et aussi du coup, on se dit qu'on abandonne un compte à 12 000 abonnés, qui a déjà du potentiel, même la chaîne YouTube elle commençait à bien prendre. Tu sais que ça a été dur ça, de se dire, est-ce qu'on abandonne tout ? Par contre, la première vidéo, je crois qu'elle a fait 15 000 vues, c'est ça. Là qu'on a sorti, personne ne fait ça. Non, c'est vrai. Il y a lui derrière la caméra qui fait 23 000 à sa première vidéo, Stéphane.
Mais ouais, clairement, donc on a voulu partir un petit peu sur d'autres choses. Et là, l'histoire est un petit peu marrante parce que moi, j'ai pris contact avec une femme qui s'appelle Catherine Parra. Un peu what the fuck. Je l'ai vue sur internet, j'ai trouvé son numéro, je l'ai appelé. J'ai dit, vas-y, je veux travailler avec toi. J'ai mes potes, Paolo et Stéphane. Paolo, il est trop chaud en création de contenu. Stéphane, il sait faire plein de trucs et tout. Donc, viens, on fait des trucs ensemble. Après, Catherine, il faudrait expliquer qui c'est en quelques mots. Ouais. C'est une femme qui était une grande entrepreneuse des années 80 et 90, qui a fait énormément de projets. Et qui là voulait lancer un nouveau projet avec des jeunes. Et je sais pas par quel miracle on a réussi à rentrer en contact avec elle et puis commencer ce projet. Mais qui finalement nous a pas suffisamment drivé. On se sentait que c'était pas trop notre tasse de thé, quoi. Et c'est là où t'es arrivé avec un rêve. C'est ça. Attends, peut-être pour Catherine Parra, ceux qui la situent pas, la marque qu'elle avait créée. Elle a créé Tartine et Chocolat. Voilà. Enfin, c'est un peu n'importe quoi son histoire. Je vous invite à clairement aller voir. Il y a des podcasts sur elle, sur internet. En description, ceux de Mathieu Stéphanie, de Génération Do It Yourself notamment, qui sont clairement les meilleurs. Qui raconte toute son histoire. Elle a un livre aussi. Je crois que c'est Une vie et 5 minutes ou quelque chose comme ça. Je l'ai lu. Il est vraiment trop bien ce livre. Mais bref, petite parenthèse sur Catherine avant de basculer sur le projet d'après qui a été Arancino. Ouais, c'est ça. Et en fait, finalement, je pense qu'on a été, tu vois, après la sortie de l'atelier, ça a été très vite. Enfin, on a toujours enchaîné, quoi. On s'est jamais arrêté, en fait. Dès qu'il y avait on testait un truc, ça marchait pas, hop, on repartait sur quelque chose. Et là, on est arrivé à. Moi, j'ai eu une idée, hein. J'ai fait un rêve à un moment on lançait une cuisine, enfin une dark kitchen. Un restaurant, mais en gros une dark kitchen, pour ceux qui ne savent pas, c'est un restaurant qui n'a pas de lieu physique. Tu peux pas t'y rendre pour manger. Donc tu vas juste pouvoir commander par exemple sur les plateformes comme Uber Eats et ils vont te livrer parce que la cuisine est cachée, on va dire. Et j'ai voulu faire ça. Et puis je me suis dit vas-y, on va faire ça avec Paul, avec Stéphane. Si on regroupe toutes nos compétences, il y a moyen de faire quelque chose. Moi, je voulais faire la cuisine, un peu la création de contenu. Toi, tu étais sur la partie business. Stéphane, il était sur la partie, un peu tout le reste, hein, les photos, filmer, tout ça. Et... longue histoire. Très longue histoire. Longue histoire, mais en gros... Parce que c'est un peu ça aussi. Enfin, ça, c'était le dernier projet avant Monteur Pro. Ouais. Et en gros, on va dire qu'on a été assez naïf en pensant qu'on pouvait ouvrir un restaurant comme ça. Parce que moi, j'aime bien cuisiner et faire des vidéos. Et je pensais que ça allait être suffisant pour ouvrir un restaurant. Mais aimer la cuisine et être restaurateur, c'est deux choses complètement différentes. Et en fait, on a refait la même chose que Grifton. C'est-à-dire qu'on faisait des vidéos, on avait hypé beaucoup de personnes pour avoir un restaurant. Je crois très vite sur les réseaux, pareil, on avait... en tout, on devait avoir pas loin de 15 000 abonnés pour un restaurant qui n'existe pas. Juste, moi je montrais quand je cuisinais, on faisait un peu des vidéos marrantes, et très vite, boum, 15 000 abonnés, mais on n'a pas de restaurant. Donc on a commencé à faire notre Dark Kitchen en livraison. On a fait ça pendant 2 semaines, et on s'est très vite rendu compte que, en fait, on ne pouvait pas continuer comme ça, on allait être vite coincé, et on n'aurait pas pu... grossir le restaurant. Et on s'est rendu compte de 2 choses quand même aussi, c'est que ça marchait. Ça, on s'y attendait pas, tu vois. Vraiment, il y avait des gens qui commandaient, qui payaient sur un site que je crois que c'est moi qui l'ai créé en 3 jours, en 2-2. C'était un peu n'importe quoi. Les produits, ils plaisaient aussi, on s'est rendu compte de ça. On s'est dit, ok, mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'énorme. Aussi, il y a une partie un peu naïve parce que on avait connu jusqu'à maintenant que les business en ligne. Exactement. Que les vrais business d'internet où t'as pas forcément de stock, t'as pas forcément d'équipe à gérer. Et là, t'as une grosse marge, exactement. C'est plus facile. Exactement. Et là, du coup, on a découvert parce que c'était qu'avoir un business physique, parce que c'était qu'aller faire les courses à métro et voir que ça fait 500 balles de courses et en fait, tu tiens même pas une semaine. Surtout pour une petite dark kitchen, c'était n'importe quoi le contexte de cette dark kitchen. Donc on s'est senti un peu poussé des ailes de se dire attends, mais là il y a moyen de peut-être, si on lève de l'argent, si on pousse le truc. Exactement. Et puis on s'est dit ok, c'est aussi le moment de faire une stratégie de création de contenu pour faire croître un truc qui pour l'instant n'existe pas. Et donc c'est là aussi où on a fait, c'est surtout toi en vrai qui a eu les idées par rapport à ce voyage en Italie. Parce qu'en gros, on voulait faire, donc la stratégie, c'était que justement, on avait vu le potentiel là pendant ces 2 semaines de Dark Kitchen, mais on ne pouvait pas rester comme ça. Donc il fallait trouver un moyen d'avoir de l'argent.
Et on a trouvé l'idée de faire un crowdfunding. Donc on a fait une belle page de crowdfunding et en même temps, pour la communication de cette page, on s'est dit on va faire un voyage en Italie, on va traverser toute l'Italie pour trouver les meilleures recettes d'arancini. Et on va faire des vidéos, tout ça. Donc on s'est lancé, pendant 1 mois, on a traversé l'Italie, c'était un périple assez dur. Assez dur. À la base, on s'est dit qu'on allait partir juste en faisant de l'autostop. Donc de partir de Nice jusqu'à Palerme, juste de l'autostop, avec nos tentes. Et on était parti pour 1 mois. Bon, on s'est vite rendu compte que c'était plus compliqué que ça. Mais c'est aussi là que, pour la première fois, on a fait un truc type 1 réel par jour. Ouais. Qui était... On n'a pas tenu tous les jours. Non. Mais c'est la première fois qu'on fait un vrai challenge, tu vois. Ouais. Un peu comme tu as pu faire en Thaïlande plus tard, etc. Ouais, ça aussi, c'était trop intéressant d'un point de vue créatif. Exactement. Bah ouais, en fait, c'est à chaque fois, ça nous apprend. Moi aussi, ça m'a servi du coup plus tard, comme tu as dit en Thaïlande, mais c'est vrai. Et puis, la grosse leçon, hein, si on peut dire qu'on a retiré de ça, c'est que, enfin, moi en tout cas, c'est qu'on aurait dû peut-être pas faire tout en même temps. Parce que là, on s'était dit, vas-y, on va faire le voyage, on va faire les réels. En plus, c'était nous, enfin, on devait filmer, monter, et en même temps faire l'aventure, vivre l'aventure. Et on s'est un peu... comment dire ? On était clairement des amateurs. Ouais, avec des amateurs. Ouais, c'est ça, exactement, des amateurs. Ouais, et de mon côté, c'est ce que j'ai le plus retenu du voyage, ça a été... maintenant, j'ai envie de faire quelque chose de professionnel, d'être vraiment pro dans ce que je fais, d'être carré surtout. Ouais. Parce qu'on pensait qu'on faisait bien les choses, on faisait de notre mieux à l'époque, il faut le dire. Mais voilà, il y avait plein de choses où on était un petit peu utopiste, mais on s'en est rendu compte, et je pense que c'était une super expérience à faire jeune comme ça, sur un projet où au final, heureusement qu'on n'a pas eu l'argent. Exactement, ouais. Parce que sur la cagnotte de crowdfunding qu'on a fait, parce que si on avait eu cet argent, là après coup, en connaissant le business, comment ça fonctionne, etc., on n'aurait pas du tout eu assez d'argent, ça aurait été une galère. Ouais. On se serait mis dans un bourbier terrible, ouais. Et du coup, la manière dont s'est terminée cette aventure Arantino, déjà, le crowdfunding, qui ne marche pas du tout. Après, forcément, ça s'essouffle un petit peu. En fait, ça a fonctionné. Il y a eu, c'est quoi, 1/3, je crois. Ouais. 1/3 du crowdfunding qui a été atteint. Mais voilà, c'était pas du tout suffisant. Donc forcément, ça met un petit coup. On a vu aussi que de notre côté, la flamme s'essoufflait un peu là maintenant. C'est beaucoup de remises en question aussi, je pense, de tout le monde en fait. On se demandait, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, je pense qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas les bonnes personnes là maintenant pour faire un projet comme ça. Exactement. Et que c'est plus un projet qui a un potentiel incroyable. On l'a vu et on l'a prouvé, tu vois, on a validé avec le marché. Mais on n'a pas les ressources. Exactement. À cette période-là, on n'avait pas les ressources, que ce soit financières ou même d'un point de vue connaissance. Exactement. Donc on a dit, ok, pause, chacun va faire ses trucs pendant une période donnée. Et du coup, c'est là qu'on arrive de mon côté à me mettre à 200% au montage. Et de ton côté, développer un peu plus cette création de contenu. Exactement. Et ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'il y a certains projets, moi si je devais recommencer sur Internet avec les connaissances que j'ai maintenant, je partirais pas directement sur un gros projet de cette envergure. Je commencerai par, typiquement, justement, gagner son argent sur Internet, commencer à gagner son argent sur Internet, peut-être avec justement un travail en freelance ou de la création de contenu avec un business model beaucoup plus simple que ouvrir un restaurant. Et en vrai, c'est comme ça qu'on aurait dû faire, que j'aurais dû faire. L'ordre est mieux comme ça. Et du coup, toi, t'es parti sur le freelance. Après ça, entre la fin d'Arancino et quand t'as commencé à être en freelance, il y a eu combien de temps et comment l'idée t'est venue ? Parce que t'aurais pu faire plein de choses. Là, t'étais en mode, ok, le projet a échoué, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Ouais, alors déjà, je mets un truc, je rajoute quelque chose, c'est que pendant toute cette période, j'ai quand même fait plein d'autres choses à côté. C'est-à-dire qu'on avait les projets communs, mais je faisais un petit peu de montage, donc j'ai continué à faire du montage pour Florent. Aussi, j'ai eu des clients qui sortaient un petit peu d'ailleurs, qui sortaient un peu de nulle part, c'est des projets un peu au black, etc. Tu fais quelques petits projets à droite à gauche. Donc j'avais un peu d'XP freelance, après c'était pas des revenus de fou, c'était 500 €, 1000 € max, tu vois, qui rentraient. Et c'est pour ça que je me suis dit, ok, j'ai déjà validé que cette niche fonctionne, que voilà, il y a de l'argent à aller chercher, il y a du travail, j'ai des compétences, j'ai un petit peu de réseau, j'ai déjà du portfolio, parce que forcément j'ai travaillé à l'atelier. Donc
je me suis dit, le plus intelligent pour moi, en fait, là, c'est de faire ça. Ok. Si je fais pas ça, c'est débile de partir sur un truc nouveau. Et je pense que comme on a eu l'expérience avant de à chaque fois refaire quelque chose de zéro, on connaît pas, etc., je me suis dit, ok, je vais essayer d'avoir une vraie logique business de quelqu'un qui veut construire quelque chose de long terme. C'est quoi le plus intelligent à faire pour moi là maintenant? Et du coup, c'est là que je me suis dit, ok, on va à fond dans le freelancing. Et du coup, tu connais un peu les chiffres, mais quand je me suis donné à 200% sur le montage, que j'ai dit, ok, je vais faire que ça. Le premier mois, j'avais fait à peu près, encore une fois, 500 €, tu vois, comme je faisais quelques fois auparavant. Et puis le deuxième mois, donc premier mois, prospection à fond, donc forcément répercussion le deuxième mois, j'avais passé 2800 de chiffre d'affaires. Et troisième mois, encore une fois, répercussion de la prospection, j'avais passé 5500 de chiffre d'affaires. Alors, je fais quand même une précision, tu vois, ça demande beaucoup de travail. Ouais, bah oui, là, des doigts, tu vois. Tu bossais à fond à cette période, t'étais... que ça. Je faisais que ça. Et puis, bon, après, en parlant de chiffre d'affaires, bon, en auto-entreprise, c'est pas non plus abusé. La première année, t'as 11%, deuxième année, t'as 23% de cotisation. Donc, tu te rends compte de ce que ça fait en net. Ça veut dire, voilà, si tu fais 5500 de CA, tu fais peut-être 4005, je crois, de net la première année. Donc, c'est là où je me suis dit, tu sais, j'avais l'impression d'avoir trouvé un cheat code. On galérait depuis tellement de temps. Et là, t'as trouvé le truc. Et là, j'ai trouvé un truc qui fonctionne, qui génère de l'argent. Où je m'as dit, je change complètement parce que tu passes de c'est compliqué de faire les courses à Lidl, en fait je peux acheter ce que je veux. Et alors j'ai de la chance, je suis pas un flambeur, j'ai pas ce truc en fond de moi de flamber, donc j'ai réussi à bien gérer l'argent, mais je me suis dit ok, c'est un cheat code, je vais développer ça à fond de mon côté. Aussi de ton côté tu m'as recommandé à quelques personnes un peu plus tard aussi, donc ça a été forcément un gros boost d'avoir des personnes un petit peu plus avancés, on va dire, qui ont des abonnés, etc., qui peuvent te recommander. Et donc, ouais, je continue de développer l'activité comme ça. Et là, j'ai une question qui me vient en tête, c'est que quand tu as commencé toi, on va dire, ta force, c'est comme tu as dit, tu as un peu, comment dire, tu as pris le freelancing avec une vision vraiment business. Et comme... comment dire, est-ce que quand tu as commencé le freelance, tu avais déjà la vision long terme de ce que tu allais faire après, enfin ce que tu allais faire plus tard? Parce que toi, je sais que le but final, c'est pas juste d'être freelance. Je pense que tu as des ambitions de créer une grosse boîte, une vraie boîte, une grosse entreprise. Est-ce que tu y pensais déjà à ce moment-là, ou le freelance c'était juste pour gagner déjà de l'argent Je laissais ouvert les portes, de me dire ok, c'est possible, je sais qu'il y a des évolutions, mais je pense que comme tout, quand tu commences, tu sais pas ce qui est possible de faire. Et même aujourd'hui, tu vois, je me rends compte que il y a des portes, je n'ai même pas conscience qu'elles existent. Et j'avance encore tous les jours, j'ai une vision, tu vois, de là où j'ai envie d'aller. Mais ça va sûrement changer, ça va sûrement évoluer avec le marché aussi, parce qu'il faut voir selon le marché. Déjà, depuis que j'ai commencé et maintenant, le marché continue d'évoluer, il évolue toutes les semaines, tous les mois. Donc oui, j'ai toujours eu ce truc de vouloir construire une vraie entreprise. Donc ce que j'entends par vraie entreprise, c'est quelque chose qui grandit, qui apporte énormément de valeur aux gens ou à d'autres entreprises, parce que du coup aujourd'hui je fais les deux avec l'agence qui bosse avec d'autres entreprises et avec l'accompagnement monteur pro qui du coup travaille avec des particuliers. Et là tu vois, je me dis ok, c'est déjà génial ce qui a été construit, mais j'ai encore plein de visions pour la suite. Donc je te dirais que j'avais une vision pas super claire, mais ouais, j'avais déjà envie de construire quelque chose de plus grand. Et à partir de quel moment et pourquoi tu t'es dit bon là j'ai atteint le cap de ce que je peux faire en freelance, maintenant il faut que je passe à autre chose, il faut que je fasse autre chose? Alors c'est assez simple en fait, j'ai stagné pendant une période assez longue à 5-6 000 par mois en chiffre d'affaires. À un moment j'ai poussé le truc, je me suis dit ok, là on va essayer de faire un gros mois. Je fais 7500 tout seul, mais je me suis rendu compte que en fait quand tu fais ces chiffres là, c'est super, bien sûr. C'est trop bien. T'es dans le top 1% peut-être de tu France. Fais que faire du montage. Genre ta vie, c'est que ça. Alors, il y a deux manières de croître. Tu sais, c'est soit tu génères plus d'argent, soit tu génères le même argent, mais en travaillant moins longtemps. Et donc, j'avais ces deux options devant moi. Et j'ai essayé de faire un peu un mix des deux, parce que, voilà, en fait, quand ta semaine, tu fais 50 heures de montage, d'accord, oui, tu fais 7500 €, c'est super, mais après, t'as pas de badge, tu vois. Et j'étais aussi OK avec le fait que pendant une période donnée, si j'ai pas de vie, s'il faut passer par là, on passe par là. Mais je me suis dit, j'ai envie de continuer de croître, de créer une vraie boîte. Et je sentais que ça me faisait un peu peur, tu sais, d'aller commencer à déléguer.
Je me suis dit, ok, si ça fait peur, vas-y, il faut le faire. Ouais. Et j'ai commencé à chercher des freelances, d'autres personnes qui faisaient du montage. Très souvent, c'était des personnes qui étaient moins compétentes que moi. Donc, il y a aussi une grosse phase où il fallait coacher les gens. Et ça a été un enfer. Parce qu'en fait, il y a plein de monteurs, peut-être tu l'as vu aussi, qui techniquement sont bons, ils savent faire des effets, mais créativement, ça va pas du tout. Ils sont incapables de faire sortir quelque chose de leur cerveau, ou faire quelque chose d'esthétique, qui est beau, qui va plaire à un client, de bien comprendre les besoins du client, etc. Donc en fait, mon rôle, c'était pas vraiment gestionnaire de projet délégué, mon rôle, c'était coach. Ok. Ah ouais, mais là, c'est un peu chiant, je délègue à plein de gens, et en fait, je passe 1000 heures à faire les retours. Et c'est là où, du coup, je me suis dit, ok, mais en fait, créer un accompagnement plus poussé, ça peut être très intelligent. Paolo, sa zone de génie, c'est clairement la créativité. Donc on va essayer de mixer tout ça. Et même pour moi, c'est incroyable au sein de l'agence parce que je peux recruter maintenant des monteurs qu'on a formés, qui sont formés, tu vois, une patte artistique similaire à ce que toi tu fais, ce que moi je fais, ce que le marché attend en fait en réalité. Et puis aussi du coup proposer ces monteurs à d'autres créateurs de contenu, des gens qui ont des agences également, etc. comme moi. Et donc tu vois, ça crée quelque chose un écosystème ultra positif, que ce soit pour les clients Monteur Pro, que ce soit pour les clients de l'agence, parce que maintenant je peux traiter beaucoup plus de volume qu'avant. C'est ce dont je parlais avec Stéphanie hier, mais aujourd'hui j'ai des possibilités qui s'ouvrent auxquelles j'avais jamais pensé. Il y a des gens qui ont besoin d'énormément de volume. Tu vois par exemple des gens qui font des funnels ou qui accompagnent d'autres gens à créer leur funnel de A à Z, ils ont besoin d'énormément de volume en ads, en VSL, etc. Et aucun monteur peut traiter ça. Un monteur, il peut faire... un mec tout seul, à la limite, il peut taper une VSL, 2 VSL par semaine. Donc VSL, c'est vidéo de vente. Les ads, c'est vidéo publicitaire. Et moi, en fait, je peux en traiter des dizaines par semaine. Tu vois, si on peut passer une centaine de projets par mois, c'est quelque chose qui est faisable. Parce qu'aujourd'hui, on a formé des gens qui sont ultra compétents. Et même les gens qu'on a formés, ils ont aussi la possibilité, avec tous les process qu'on leur donne, toutes les clés qu'on leur donne, les challenges au sein de l'accompagnement, d'aller chercher leurs propres clients. Donc en fait, tu vois, c'est bénéfique pour tout le monde. Un mec qui part de zéro et qui veut se donner à fond, il va avoir des résultats, que ce soit avec moi ou en allant chercher ses propres clients. Ok. Ouais, donc en fait, j'ai l'impression que Monteur Pro, c'est l'accompagnement parfait. Non, mais il y a tout dedans. Et tu vois, si on peut parler aussi de toi, ta force, de pourquoi je trouve que Monteur Pro, c'est intéressant, c'est que toi, en fait, tu as mixé deux compétences, tes deux points forts. C'est-à-dire, donc, tu as le montage technique, tu sais monter une vidéo, mais tu as la vision aussi business. Parce que voilà, tu es arrivé au cap du freelance, tu as trouvé énormément de clients, tu bosses avec beaucoup de gens, avec des grosses têtes, beaucoup de personnes, et tu as réussi à développer tout cet écosystème business avec ton agence, avec toi, tes clients, tes anciens clients freelance, tes clients que tu as toujours, l'accompagnement. Et ça fait qu'en fait, dans l'accompagnement, tu retrouves ça. Donc, tu as la technique, tu apprends le montage vidéo et tu as le business. Comment vivre de ton activité? Parce que si tu as juste la technique, il y a plein de monteurs vidéo qui sont comme ça. Ils ont juste maxé la compétence technique, ils savent faire des bonnes vidéos, mais ils galèrent à trouver des clients, ils ne savent pas comment gagner de l'argent. Et ils se retrouvent un peu coincés dans un truc où peut-être qu'ils gagnent, je sais pas, entre 1000 et 2000 euros. Peut-être le truc aussi, comme tu disais, comme moi j'interviens dans Monteur Pro, ce qui est intéressant, c'est de rajouter en plus cet angle créateur storytelling pour ajouter un peu plus de créativité. Et ça donne au monteur une compétence en plus, un atout en fait, qu'ils peuvent avoir. Ouais, clairement, le storytelling, c'est une compétence ultra sous-cotée. Vraiment, les gens pro, ça n'existe pas, tu vois. Ouais. Pour plein de choses, ça n'existe pas. C'est juste on tourne une vidéo, on la monte, fin. Alors qu'en fait, créer un script de qualité. Une fois que tu as ton script, et en plus tu le sais, parce que toi, quand tu fais une vidéo, tu sais que même quand tu l'as filmé, tu retravailles le script, tu retravailles le montage. Bon, c'est un niveau ultra poussé du coup pour toi, mais on peut l'optimiser pour des gars qui sont monteurs. Et du coup, aussi d'ailleurs, c'est un gros point, que ce soit dans l'accompagnement ou même pour les freelances en général. Un gros conseil que je donne, c'est de ne pas être juste le monteur, de ne pas être juste le gars qui va faire les tunnels, le gars qui va faire le copywriting. Non, en fait, tu vas essayer d'être le bras droit du mec, de donner proposer quelque chose, innover. Ça, je peux le dire en tant que créateur. Moi, quand il y a des mecs qui me démarchent pour du montage ou pour m'aider sur quelque chose, même les miniatures,
Ce qui va faire la différence, c'est un mec qui va me proposer quelque chose. Il va me dire, ok, là j'ai un plan, on peut faire ça. J'ai vu qu'aujourd'hui sur le marché ça se faisait comme ça. Je te propose ça parce que c'est bien par rapport à ça. Et si un mec qui vient me dire ça, tu vois, il n'est pas juste media maker ou monteur vidéo. Il a un vrai truc, il sait faire son métier. Bah lui, mais c'est direct, c'est bon, c'est engagé, tu vois. Ouais. Et ça, ouais, ça c'est une énorme différence. Clairement. Pour les freelances. Clairement. Et les gens ne se rendent pas compte aussi à quel point le prix est plus important du coup à ce moment-là. Ah oui. Quand oui. Si t'es le meilleur en fait. Enfin, ouais. Il n'y a pas besoin d'être le meilleur en technique. Parce que souvent les gens ils disent plus t'es fort en technique, plus tu vas gagner d'argent. C'est complètement faux. C'est complètement faux. En réalité, plus t'es fort en business, plus tu vas gagner d'argent. Oui. En fait, si t'as un niveau de compétence ok, ou que ça commence à être bien, que voilà, t'as un bon niveau sur le marché, mais que tu sais bien te vendre, que tu sais bien à qui parler, que tu sais bien quoi apporter aux gens. Mais en fait, tu vois, moi, quand j'ai atteint 7500 de chiffre d'affaires, j'estime pas du tout être le meilleur monteur du marché. Il y a des mecs, ça fait 15 ans qu'ils font ça, ils font de l'animation en 3D, ils font des effets Dolby Atmos dans tous les sens. Ok, trop bien. Est-ce que tu as des clients? Combien tu gagnes, tu vois? Donc, après, c'est un dilemme, tu vois, c'est le dilemme du créatif, qu'est-ce que tu as envie de faire? Mais bon, ça fait chier d'avoir ce niveau de compétence pour gagner 1500 balles. Donc, clairement, le but, c'est d'apprendre aux gens aussi cette compétence business, qui soient en mesure de trouver leurs propres clients, de savoir se différencier sur le marché, que ce soit par moi ce qui a fonctionné, ce que j'ai vu qui a fait la diff, et aussi toi ta vision en tant que créateur de qu'est-ce que tu vas attendre. Exactement. Et il y a un point que les gens aiment bien sur Internet, c'est savoir comment les choses ont été créées. Et c'est vrai que moi j'adore, tu vois, développer sur comment je crée les choses. C'est-à-dire qu'une personne qui me demande tout mon business, si t'es intéressé, si tu veux savoir, moi je te dis tout, tu vois. Je peux te dire les chiffres, il n'y a aucun souci. Je peux te dire comment ça fonctionne, je peux te dire comment j'ai créé les process, comment on s'est accordé avec Paolo, tu vois. Et du coup, je vais me mettre un peu dans la place d'une personne, tu vois, qui découvre ça. Comment on a créé l'accompagnement pour donner tout le contexte. Du coup, comme je disais, je me suis dit, l'association avec Paolo, ça va être incroyable. Le fait d'avoir des créatifs, etc. Mais voilà, créer un accompagnement comme on a aujourd'hui, c'est des mois de travail. Les gens se rendent peut-être pas compte. Moi, c'est 6 mois de ma vie à côté du montage où j'écris les modules, je construis les modules, je les filme, je les monte. J'ai délégué une partie du montage parce qu'il y en avait tellement de vidéos que j'arrivais pas à tout monter. À cette période-là, j'étais quasiment tout seul à construire le projet Monteur Pro. Et puis ensuite construire l'offre, qu'est-ce qu'attend le marché. J'ai appelé plein de gens, tu vois, pour savoir c'est quoi vos besoins, qu'est-ce qui va faire la différence pour vous. Et puis c'est là où j'en suis arrivé à un moment à du coup rencontrer David, qui est une personne d'ailleurs qui plus tard est venue dans un de tes bootcamps. Donc David, c'est une personne qui a suivi d'autres formations dans le montage, qui avait déjà un niveau de compétence. Ok, voilà, c'était pas fou, mais c'était bien. Et puis on s'est dit, voilà, moi je te propose de rejoindre l'accompagnement. Je te fais un gros prix par rapport au prix que nous on avait décidé pour la suite. Mais voilà, l'accompagnement pour l'instant il n'est pas construit. On va le construire ensemble, je vais avoir besoin de tous tes retours. Et il m'a fait confiance à ce moment-là. Il avait confiance dans ce projet, il s'est dit ok, je vais me lancer. Et puis du coup, j'ai construit, les vidéos arrivaient petit à petit, etc. Et j'ai eu tout son feedback. Et aujourd'hui, David, c'est un des gars qui a les meilleurs résultats. En plus, il est chill, hein. C'est pas un mec qui va à 200%, tu vois. Il bosse de manière chill. C'est vrai. Et pourtant, il a quand même des très bons résultats, une clientèle, il est full. Là, il ne peut pas prendre de nouveaux clients. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, mais en fait, si je mets plus d'efforts, si je me mets vraiment à fond, si je crée de nouvelles ressources au quotidien, etc., en fait, on va tellement pouvoir aider plein de gens. Et le but, c'est de rester aussi à taille humaine. Parce que la diff entre une formation et un accompagnement, il faut préciser ça. C'est que moi, je parle avec tout le monde chaque semaine. C'est-à-dire qu'il y a 2 coachings de groupe par semaine. C'est moi qui anime les coachings. Donc si là, par exemple, tu fais partie de l'accompagnement, on se voit toutes les semaines. Je fais un point avec toi toutes les semaines sur ce que tu fais. Et ça pendant 6 mois. Donc il y a une vraie relation qui se crée. Et ça fait une énorme diff parce que tu vas avoir du feedback sur tout ce que tu fais. Et ça, je pouvais pas le savoir sans parler à des gens. J'ai découvert en parlant à David, en parlant à d'autres monteurs qui avaient des besoins parce qu'ils n'avaient pas de résultats, quels étaient leurs besoins, qu'est-ce qui ferait la différence pour eux. Et ça a été une grosse partie de ce qu'il m'a dit. Tu veux dire de pas... parce que c'est vrai qu'avant, ce qu'on pouvait voir sur le marché, c'était beaucoup de formations, quel que soit le sujet, tiens, t'as des vidéos,
t'as acheté maintenant, démerde-toi, ouais, débrouille-toi. Où on a un vieux SAV, Ouais. t'envoies un mail où j'ai un chat GPT. Ouais. Mais toi, ce que t'as voulu faire, c'est non, être aux côtés des gens qui rejoignent l'accompagnement. Ouais. Pour les aider en fait tout au long de leur parcours. Exactement. S'ils ont des questions, parce que voilà, les vidéos sont complets, le cours est complet, mais ils vont forcément avoir besoin d'aide à un moment ou à un autre dans leur parcours. Et c'est la force de l'accompagnement. Exactement, et puis l'aspect motivation, parce que quand t'es tout seul, C'est vrai. aussi il faut dire que les gens qui vendent que des formations, ils en vendent des centaines, ils font beaucoup de volume. Moi, c'est pas dans le volume que on veut travailler, c'est plutôt dans les petits groupes, c'est-à-dire dans quelques personnes, quelques dizaines de personnes, mais que dans ces dizaines de personnes, on puisse s'occuper de tout le monde au maximum. C'est-à-dire si quelqu'un a vraiment un problème, moi, il n'y a aucun problème de l'appeler, tu vois, et je l'appelle moi directement, je vais voir ce qui va pas. Par exemple, s'il y a une personne qui pendant 2 semaines, elle vient pas dans un coaching de groupe, elle a un petit coup de mou, et elle n'ose pas en parler, je vais aller l'appeler. Malo, qui travaille avec moi au quotidien, il va l'appeler aussi, tu vois, pour essayer de voir c'est quoi le souci, qu'est-ce qui te démotive en ce moment. Sachant qu'avant, au début de l'accompagnement, on fait tout un travail pour connaître les objectifs, le pourquoi, la vision, pour se rappeler tout ça, les moments où tu vas être démotivé. Et il y a aussi toute l'émulation de groupe. Comme je disais, ça reste des petits groupes, c'est pas des centaines ou des milliers de personnes, donc au final, tu connais rapidement tout le monde, ceux qui ont des résultats, ceux qui, ils sont un petit peu démotivés, donc ceux qui sont plus avancés, tu vois, ils leur font des retours, ils échangent beaucoup plus, etc. Il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui est dans l'accompagnement qui a eu un petit coup de mou. Vraiment, tu vois, il se disait, je vois que vous avez tous des résultats, que ça fonctionne bien pour vous. Moi, je me sens pas légitime, tu vois, j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Et en fait, il a fait le pas de s'ouvrir et d'envoyer ça dans la communauté. Et il s'est pris une vague de soutien incroyable. Trop bien. Et en fait, ça n'existe pas. Et ça, c'est ouf. C'est des gens qui se connaissent pas. Il y en a qui te connaissent, il y en a qui te connaissent pas du tout, qui nous ont découvert d'une manière complètement différente. Donc c'est cette émulation de groupe que je trouve incroyable et auquel j'avoue que quand j'ai créé tout ça, tu pensais pas? Ouais, non, je pensais pas. Je savais pas que les gens, tu sais, même dans les projets qui s'envoient, parce qu'à chaque fois que tu envoies un projet, on fait des retours sur frame.io avec le time. Les élèves se font des retours entre eux. Donc tu as les retours de nous, enfin l'accompagnement en général, c'est évident, mais tu as aussi les retours des élèves entre eux. Il y en a qui ont vraiment du niveau et qui prennent du temps pour regarder la vidéo et faire des retours. C'est trop bien. Donc en fait, c'est le point positif de l'accompagnement, il est aussi pour toi que tu vois, tu sais, je pense qu'il y a un gros sentiment d'accomplissement et de... Enfin, t'es fier de voir que, de toute façon, tu reçois ce genre de message, que la vie des gars, enfin je dis des gars, des filles et des gars, est en train de changer. Que... ça y est, ils n'avaient pas de métier ou ils n'avaient pas de clients ou pas de compétences, et là ils ont appris un métier freelance, ils peuvent gérer leur temps comme ils veulent, et ils bossent et ils gagnent de l'argent en faisant ça. Et ça, c'est fantastique. D'ailleurs, Alexis qui est dans l'accompagnement et qui nous a découvert par toi, il m'a dit à plusieurs reprises que pour lui, ça a été vraiment une seconde chance dans sa vie. Parce qu'en fait, il a été salarié toute sa vie dans le service public, mairie, etc. Je ne sais pas exactement quel âge il a, mais je crois qu'il a un peu plus de la trentaine. Et il a pris un gros moment de réflexion avant de se lancer dans cette aventure, parce que ça reste énormément de travail, énormément d'implication. Et moi, je le cache pas aux gens. Tu vois, je leur dis, quand on a un appel, si tu nous rejoins, il y a beaucoup de taf. T'attends pas à ce que dans 2 semaines, 1 mois, tu as des résultats. Il va falloir t'engager à fond. Donc il a pris un moment, tu vois, pour savoir si c'était vraiment ce qui lui correspondait. Et quand il s'est lancé très rapidement, déjà il a mis une énergie de fou dedans, donc il a eu des résultats très rapides. D'ailleurs, les résultats que tu attends, en réalité, ça dépend juste du volume de travail que tu mets. Et très rapidement, il a eu des clients, il a généré des revenus. Là, je crois que ça doit être son 2e ou 3e mois. 3e mois, je crois. Il est à quasiment 2000 € de chiffre d'affaires, alors que tu vois, il débute. Et donc, c'est ce genre de choses où, quand le gars vient me voir à plusieurs reprises et me dit ça a changé ma vie, ça m'a donné une seconde chance, tu te dis, t'es trop bien. Les haters qui mettent des commentaires sur les pubs, je m'en fous à un niveau. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Ok. Et pour parler un peu des élèves, est-ce que le profil est... Est-ce qu'ils se ressemblent, les élèves, ou alors ils viennent vraiment, ils ont des histoires, des backgrounds différents? Très étonnamment, il y a plein de profils différents. Et j'ai aussi été étonné qu'il y a beaucoup de plus 30 ans, même plus 40 ans, qui en fait ont complètement envie de changer de vie. Donc il y a des personnes qui ont nos tranches d'âge, on va dire 20, 25, 30,
dans ces eaux-là. Mais il y a aussi, je dirais, une bonne moitié qui a plus de 30, qui a envie de faire une reconversion. Parce que toute leur vie, ils ont été dans des carcans de c'est ça, tu fais ces études, après tu fais ce travail, et après tu le fais en boucle, et puis c'est comme ça la vie et pas autrement. Et ils découvrent juste aujourd'hui que y a 10 000 autres manières de faire, tu vois. Le montage en freelancing, c'est une voie parmi tant d'autres. Si tu as envie de faire ça, trop bien. Si tu n'as pas envie de faire ça, c'est pas grave. Mais il y a plein de gens, surtout des profils, qui ont fait un peu de vidéo quand ils étaient plus jeunes, qui aimaient ça, un peu comme nous, tu vois. Sauf que nous, très vite, on s'est dit, pourquoi pas. On s'est pas posé la question de est-ce que c'était possible ou pas. Et peut-être c'est grâce à nos parents, je sais pas, qui nous ont pas mis trop de blocage par rapport à ça. Mais il y a des gens qui ont été bloqués toute leur vie et qui découvrent ça même à 50 ans. Il y a dans l'accompagnement plusieurs personnes qui ont un peu plus de 45 et qui n'ont jamais fait de montage. Ok. Donc ça aussi c'est fou. Mais ils ont une petite appétence, c'est pourquoi? C'est par rapport à la vidéo, au film En général, c'est des personnes qui ont une appétence pour le cinéma. Ok. Et qui se rendent compte que c'est vrai qu'aujourd'hui, le plus gros marché, c'est Internet. C'est les réseaux sociaux, c'est YouTube, c'est les publicités, les vidéos de vente en ligne. Parce que le marché du cinéma, de la télé, etc., c'est des super marchés. Si tu as évolué là-dedans, si tu as un gros réseau, tu peux gagner très bien ta vie et ça peut très bien se passer pour toi. Mais si tu viens de zéro, que tu es personne, que tu te dis salut, je veux travailler dans la télé ou dans le cinéma, en fait, tu vas être le larbin sous-payé pendant super longtemps. Avec Internet, c'est tu demandes la permission à personne. C'est tu fais ton chemin et si tu es bon, compétences montage et business, tu vas trouver des clients et tu vas travailler. Clairement. Et il y a des success stories de fou. Je repense du coup à Mathias, duquel je parle assez souvent sur Insta, etc. Parce que c'est celui qui s'est donné le plus à fond. Pour moi, je les appelle un peu les aliens, tu vois. Mathias, il a jamais fait de montage de sa vie. Donc Mathias, élève de l'accompagnement, jamais fait de montage de sa vie, assez sceptique au début, de se dire est-ce que vraiment on peut y arriver. Aussi, il y a un paramètre à prendre en compte, il est chanteur d'opéra. Donc, rien à voir. C'est un truc de fou. Et il a toujours fait des jobs un petit peu, pas des jobs de fou. Donc il rejoint l'accompagnement, il se dit let's go, il se dit c'est la première fois de ma vie que je vais investir sur moi de cette manière. Premier mois, ça se passe bien, il découvre, etc. Deuxième mois, il commence à vraiment se découvrir une passion. C'est quelque chose qu'il adore, il met énormément d'efforts. Et troisième mois, son chiffre d'affaires, c'était 3600. Donc sachant qu'il avait déjà généré un tout petit peu de revenus le deuxième, etc. Ça c'est ouf. Mais 3600 de chiffre d'affaires sur le troisième mois. Et donc, pareil, je le précise, ça reste une success story d'une personne qui allait très vite. La plupart des gens, ça va moins vite parce que, il y en a, ils ont un travail à côté, ils font des choses, etc. Mais ça veut dire que c'est des choses qui sont possibles. Je l'ai pas inventé. Si tu donnes les moyens. Si tu fais le taf, si tu fais tout ce qu'il faut, si tu te remets en question, parce qu'il y a énormément de remises en question. Une personne comme Mathias ou même Alexis et David dont je parlais avant, ou même d'autres personnes qui sont dans l'accompagnement, pour avoir des résultats, tu es obligé de vraiment faire ce changement d'identité, tu sais, de... Maintenant, on est entrepreneur. Maintenant, l'objectif de l'entrepreneur, c'est de générer de l'argent, tu vois, en faisant bien ton travail. Mais avoir ce switch d'état d'esprit, de se remettre en question, de maintenant tout dépend de moi et d'aller chercher les résultats toi-même. Ok. Et en plus, j'avais vu, tu m'avais montré une pub que Mathias avait montée. Le niveau est incroyable. Mais même, en fait, il est meilleur que moi en montage, en fait. Moi, je monte depuis je sais pas combien d'années. Lui, il a appris le montage comme ça en quelques mois. Et putain, c'était impressionnant. Ça, je saurais pas le refaire. Alors, la vidéo qu'il a faite, je saurais pas le refaire. Donc, vraiment impressionnant. Clairement. Et tu vois, ça prouve aussi que la technique, ça fait pas du tout. Regarde, aujourd'hui, t'as une chaîne qui marche super bien. Et en fait, on s'en fout que t'aies le meilleur niveau technique. Il y a des mecs, ils ont un niveau technique. Tu sais, il y a même des mecs, ils savent juste faire des réels vite fait, avec des IA, en faisant des trucs un peu dans tous les sens. Puis ils ont des bonnes bases. Et juste, businessment, ils sont incroyables. Exact. Et ils font 3K par mois. Donc, il n'y a pas trop de règles à ce niveau-là. Ça dépend de qui t'as envie d'être, qu'est-ce que t'as envie de faire. Après, voilà, si tu veux atteindre un niveau de montage très élevé, forcément, il va falloir mettre beaucoup d'efforts. S'arracher les cheveux, pas mal de fois. Moi, je fais un peu la comparaison avec les maths. Tu sais, quand t'es à l'école, des fois, tu comprends rien. C'est insupportable, il y a des X partout. Et en fait, le logiciel de montage, la première fois, c'est ça. Quand tu commences, il y a des positions X, Y, il y a des échelles uniformes, il y a des angles obturateurs. Qu'est-ce que c'est ce truc ?
Et en fait, dès que tu fais le taf, dès que tu t'arraches les cheveux 2-3 fois, bah, tu commences à t'y faire, tu commences à aimer. Tu te dis... En plus, il y a vraiment une satisfaction. T'as l'impression de résoudre des problèmes. Exact. Ça parle avec les maths. C'est comment je fais ça. Moi, j'arrive pas. Putain, j'y arrive. Ouais. Et t'es trop heureux. Ouais. Donc je pense que c'est aussi toi peut-être qui t'a fait kiffer le montage, mais moi c'est ce qui... Ouais, c'est ça, tu te prends un peu la tête, mais c'est une prise de tête qui... tu sais que quand tu vas résoudre le problème, ça va faire du bien. Et ouais, non, vive le montage vidéo. Et sinon, là pour parler un peu de l'accompagnement monteur pro, si t'as... Aujourd'hui t'en es où et tu veux aller où? Aujourd'hui du coup, il y a 2 entreprises. C'est la même boîte, mais il y a 2 business bien distincts, c'est l'agence et l'accompagnement comme il est, tu vois, avec tout ce qu'on fait pour les élèves au quotidien. Et puis après, tout le travail que de nouvelles personnes nous rejoignent, etc. Et pareil sur la partie agence, qu'on ait de nouveaux clients, etc. Le but, c'est toujours de continuer d'avancer, de croître. Pour l'accompagnement, l'idée, c'est en fait d'essayer de créer un peu un cluster, de former le plus de meilleurs monteurs possibles du marché, tu vois. Vraiment former plein de gars trop chauds, des gars et des filles. Parce qu'en fait, je suis étonné, il y a beaucoup de filles dans l'accompagnement. Et ouais, continuer de développer tout ça, grandir, continuer d'améliorer, tu vois, avec toujours ajouter de nouveaux modules, etc. Je suis toujours en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux leur apporter en plus, qu'est-ce qui leur manque. Aussi, ce qui est bien, c'est que comme jusqu'à maintenant, il y a eu une quarantaine de personnes qui ont rejoint l'accompagnement, l'accompagnement complet, donc qu'on suit au quotidien. Et tu vois, j'ai pu voir les difficultés régulières qu'ils rencontrent, qu'est-ce qui pourrait les aider. Et en fait, plus on avance, plus il y a des problèmes qui arrivent. Et plus, du coup, je pré-shot les problèmes pour les gens futurs. Ça, c'est trop bien. Donc voilà, continuer de ce côté-là. Et puis, en parallèle, sur la partie agence, moi, l'idée, ce serait que les personnes qu'on forme, alors évidemment, c'est pas possible de recruter tout le monde, mais qu'il y ait une bonne partie de ces personnes qui, pour moi, sont les meilleures, avec qui on s'entend bien, avec qui on a travaillé long terme, etc., qu'on puisse les recruter pour, déjà, dans un premier temps, ceux qui arrivent leur proposer du travail. Et honnêtement, jusqu'à maintenant, les premières missions des élèves, en général, c'est souvent de l'apport d'affaires de mon côté, tu vois, que ce soit avec mon agence ou avec d'autres créateurs de contenu ou d'autres agences du marché. Et du coup, tu vois, ils ont déjà la validation que, ok, c'est possible d'avoir un client. D'ailleurs, c'est un truc qu'on garantit. Ta première mission payante, elle est garantie. Donc, continuer de développer ça. Et puis, au niveau de l'agence, grossir énormément. Il y a beaucoup de plans et que ça devienne une grosse entreprise, tu vois, ok, on forme plein de personnes dans les meilleurs du marché. Donc, l'accompagnement, c'est le meilleur du marché. On forme les meilleurs monteurs du marché. Derrière, on est la meilleure agence du marché sur ce segment qui est le montage vidéo des réseaux et surtout publicité et vidéo de vente parce que c'est là où il y a le plus gros marché. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit pas trop, tu vois, mais sur YouTube, sur Insta, on voit que la partie qu'on voit. Exactement. Tu vois. Mais en fait, quand tu cliques sur le bouton voir ce qu'il y a après la pub et que tu arrives dans un autre monde, tu as des vidéos devant. Il y a d'autres vidéos. Exactement, tu as plein de vidéos. Tu as le mec qui a sa formation à monter, en fait, tu vois. Ou alors, peut-être qu'il a une agence de publicité, il faut les monter, ces publicités. Exactement. Ou peut-être que, 10 000 options. Parce que petit truc à dire, c'est peut-être que là, les gens qui veulent se former au montage, peut-être qu'ils pensent que les seuls trucs à monter, c'est les vidéos d'Amixem et de Joyka. Mais en fait, non. Déjà, il n'y a pas que eux, il n'y a pas que le divertissement. Et en plus, c'est pas parce qu'ils ont des millions d'abonnés qu'ils vont payer le plus cher. Il y a des mecs qui ont 5000 abonnés qui vont payer plus cher que Amixem. Carrément, parce qu'ils ont un business qui marche. Exactement. Ils ont des revenus. Et moi, ce que je dis souvent aux personnes qu'on accompagne, c'est que les youtubeurs, c'est pas le meilleur business. Parce que, en fait, l'argent que tu génères, c'est AdSense, les pubs, voilà, et peut-être les partenariats avec les marques. Donc oui, tu génères de l'argent, d'accord, évidemment, ils sont pas à plaindre, mais c'est pas des revenus de fou par rapport à un gars qui a une vraie entreprise, qui a un objectif de croissance. On arrive très vite dans des dizaines de milliers d'euros par mois, des centaines de milliers pour certains, il y en a qui passent le million par an. Et en fait, ces personnes-là comprennent beaucoup mieux ce que c'est qu'avoir un monteur vidéo et à quoi ça va leur servir. Alors qu'un youtubeur, en fait, surtout des gars comme Amixem, comme tu disais, il y en a 10 millions des monteurs qui veulent bosser pour eux, faire des contenus dynamiques dans tous les sens avec des effets partout. Et derrière, tu es en concurrence avec des mecs de 15 ans qui vont faire 15 € de l'heure. Mais souvent, ces mecs de 15 ans, ils sont pas ultra sérieux, et ils font des fautes, ils sont pas ultra sérieux sur les deadlines, etc. Donc c'est pour ça que
j'essaye un peu de sortir les personnes de ok, il n'y a que les contenus de Gemini. En fait, il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein de gens qui ont des projets trop stylés dans l'art ou dans plein de choses différentes. Il y a aussi plein d'entreprises en fait qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur propose un plan de développement avec un abonnement à 3 000 ou 5 000 par mois qui va vraiment les aider et leur apporter de la valeur. Et c'est plus ça qu'on vise avec l'accompagnement Monteur Pro pour pas être en concurrence en fait avec des mecs de 15 ans qui sont payés 15 €. qui sont payés 15 €. Voilà. Ok, donc ouais, ça c'était là c'était ta vision avec ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, en gros, continuer de développer cette entreprise. Aussi, je me rends compte que travailler en équipe, c'est incroyable. Ouais. Parce que ça fait un petit moment que je commence à le faire. J'ai toujours travaillé de manière solitaire. Enfin, on a fait des projets ensemble. Mais encore une fois, c'était pas du tout aussi professionnel qu'à l'heure actuelle. Et pas à ce niveau de là où tu es aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Exactement. C'était pas du tout le même volume de travail à gérer, les mêmes chiffres à gérer. Le même nombre de personnes aussi, parce que maintenant en fait mon WhatsApp il est plein tout le temps. Et ça aussi, donc oui, c'est une charge mentale 10 sur 10. Mais par contre, vraiment je connecte avec des humains tout le temps. Donc en fait, il y a plein de relations qui se créent. Tu as l'impression de bâtir quelque chose long terme qui grossit, que ce soit avec des personnes de la team, que ce soit Monteur Pro ou l'agence qui s'appelle Aurora, ou alors des gens qui viennent de l'accompagnement, qu'au final je recrute et qui viennent bosser avec nous. En fait, c'est trop bien de croître avec eux. Donc, objectif, continuer à développer tout ça et continuer de kiffer au max. Ok, trop bien. Écoute, moi, ça me fait plaisir d'entendre ça. Et je suis content de faire partie de l'aventure. Let's go, on va continuer à développer tout ça, ajouter des modules, des petits coachings de temps en temps. Exactement, et d'ailleurs, qui va arriver. Parce que oui, moi je fais des analyses de mes vidéos pour vraiment décortiquer le storytelling. Et là, je vais faire une grosse vidéo de mon aventure au Daghestan. Donc je sais pas, ça va durer combien de temps, peut-être 30-40 minutes. Et c'est ce que je t'avais dit, je vais faire une analyse bien décortiquée de tout ça. Et les élèves de Monteur Pro, ils auront accès. Et je pense que ça va être... Après, c'est moi comment je travaille. Mais je pense que tout le monde pourra choper des petits trucs à l'intérieur. Ils ne sont pas obligés de reprendre exactement ma façon de travailler et ma façon de voir les choses, mais il y aura forcément des trucs qu'ils pourront prendre et mixer avec eux ce qu'ils savent ou ce qu'ils voient ailleurs et faire leur propre montage, leur propre style. Et, c'est le but en fait de ces analyses. Ouais, en fait l'idée c'est qu'il y a toute une partie d'abord où le but c'est de comprendre comment fonctionne tout ça, en fait une séquence, comment ça marche, tous les effets. Tu sais, en général, quand on va dans les études de vidéo, que ce soit les miennes ou les tiennes, parce qu'en gros, une fois qu'ils ont le niveau, on fait des études de vidéo, et puis après, ils peuvent recréer la vidéo derrière. Et quand, en général, ils ouvrent la première séquence de ta vidéo ou ma vidéo, il y a des trucs dans tous les sens, et ils se disent « c'est quoi ce truc de fou ?» Et le but, c'est que tous les modules qui sont avant ces vidéos études de cas te permettent de comprendre ces études de cas, pour qu'ensuite tu puisses recréer les vidéos. Et d'ailleurs aussi, chose sur laquelle j'appuie, c'est que le but c'est de créer le portfolio ensemble. C'est-à-dire que tu sais, on fournit des rushs aux personnes qui sont dans l'accompagnement, pour qu'en fait dès qu'ils sortent de l'accompagnement, ils ont un portfolio de fou. Il n'y a personne sur le marché qui arrive dans le game et qui a un portfolio. Et j'ai essayé de recréer un peu le cheat code que j'ai eu quand je sortais de l'atelier, qui était en fait, j'ai déjà 30 vidéos montées de mecs stylés, tu vois. Et en fait, le but c'est que tu puisses faire exactement la même chose en s'inspirant de comment tu travailles et de comment je travaille pour essayer de trouver ce qui leur convient le mieux et le meilleur acquis. Ok, trop bien. Trop bien. Let's go. Écoute, on a pas mal échangé, je pense qu'on a fait un gros tour sur ce qui est Monteur Pro. Au moins pour des personnes qui découvrent tout ça, qui se posent la question de à quoi ça correspond, etc. Ils ont beaucoup plus d'infos aujourd'hui. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter ou... écoute, s'ils ont plus de questions, s'il y a encore des zones d'ombre, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'envoient un message sur Instagram? Ils peuvent envoyer un message sur Instagram. Aussi, il y a un petit lien en général qu'on met à chaque fois sur la description de vidéo YouTube ou sur Insta, un peu partout. Oui, ça accède à une vidéo où on développe un petit peu plus sur tout ça. Et aussi, en général, les gens mettent leur numéro de téléphone, on les rappelle, c'est plus sympa, encore une fois, c'est plus humain. Et puis après, on échange, on voit si ça leur correspond. Si ça leur correspond, on va un peu plus loin. Et si ça leur correspond pas, il n'y a pas de souci. Et puis, on leur souhaite le meilleur. Ok, trop bien. Mais c'était un plaisir, Paulo. Plaisir partagé. À bientôt. À bientôt.